OK, maintenant, on est à la deuxième partie de notre cours de technique d'activation. On va voir la stimulation lumineuse intermittente ou SLI. On va voir aussi, parfois, ils vont appeler ça intermittent photique, là, IPS, Intermittent Photic Stimulation. Des fois, on va le voir écrire comme ça. Donc, c'est une procédure d'activation au même titre que l'hyperventilation. On le fait avec une lumière devant les yeux, un stroboscope, c'est une lumière qui flash, là. Et puis, on le place devant les yeux environ 20 à 30 cm devant les yeux du patient. C'est important pour ça de placer bien comme il faut devant les yeux. Hein. Je vous ai fait un petit dessin ici. Vous avez les yeux de votre patient, là. La lumière doit être placée bien centrée comme il faut entre les deux yeux. Parce que si c'est plus sur un côté ou plus sur un autre, ben, il va avoir une asymétrie de réponse. Les réponses, ils seront pas les mêmes. Bon, OK, avant de commencer, donc 20-30 cm, avant de commencer l'enregistrement, on explique au patient, hein, qu'on va lui mettre une lumière devant les yeux, puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire les lumières vont flasher, là, clignoter à différentes fréquences. On rentre pas dans les détails techniques avec le patient. On lui explique en mots simples, parce que lui, c'est pas un technologue enneigé. Alors, on lui explique en mots simples pour qu'il comprenne. Nathalie va vous le montrer dans le laboratoire comment le faire. Donc, on lui explique qu'il doit garder les yeux durant la stimulation, à moins de protocole contraire, parce que il y en a qui font les yeux fermés et les yeux ouverts, ok? Et puis, qui doit s'attendre à avoir des couleurs. Ça fait comme un kaléidoscope, là. Ça fait toutes sortes de couleurs. Et puis, les couleurs vont changer selon la fréquence. Il y a des patients qui ont beaucoup de difficultés à tolérer la stimulation lumineuse. OK? Donc, utilisez encore votre jugement. Puis, comme je disais, certains laboratoires vont demander aux patients d'ouvrir les yeux durant la dernière moitié de la SLI. Habituellement, ce qu'on fait, on l'a ici, là, la méthode la plus employée, on fait 10 secondes de stimulation, 10 secondes d'arrêt. OK? Puis, on a des fréquences utilisées. Ça va être programmé. Nathalie va vous montrer comment faire. Au début, vous allez les faire manuellement, mais vous avez des programmes sur votre ordinateur, donc vous programmez les fréquences. Okay? Donc, vous allez avoir des flashs lumineux à fréquence de 2 Hz. Donc, à toutes les secondes, vous allez avoir deux fréquences, okay? Deux flashs là, pour 10 secondes. Puis après ça, il va y avoir 10 secondes d'arrêt. Vous passez à la prochaine fréquence, soit 4 Hz. Donc, à chaque seconde, vous allez avoir 4 flashs. Là. Flac, 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 pendant 10 secondes. Jusqu'à 30 Hz. Il y a d'autres laboratoires qui vont utiliser des chiffres impairs. 3, 5, 7, 9, jusqu'à 29. Et puis, on va aussi monter parfois jusqu'à 60 Hz, tout dépendant du laboratoire où ce que vous allez travailler, de leur protocole. Le 60 Hz, monter jusqu'à 60 Hz, ça c'est pour les patients, pour stimuler principalement les patients qui ont des épilepsies, des épilepsies qui sont provoquées là, par des jeux, des fréquences, hein, les jeux vidéo et ces choses-là. Là. Donc, c'est pour ça qu'on va monter parfois une fréquence de 60 Hz. Si on fait ouvrir les yeux, la façon qu'ils vont faire, le plus souvent, les premières secondes, on fait les yeux fermés, puis à 5 secondes, on dit au patient ouvre les yeux. Puis après ça, quand c'est terminé, ben, quand l'arrêt, on ferme les yeux. Puis là, il va y avoir 10 secondes d'arrêt, puis on recommence, l'autre fréquence, ça va flasher. Flash, 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 flash pour 5 secondes, les yeux fermés. On dit au patient, ouvrez les yeux. Il va ouvrir les yeux pour les 5 prochaines secondes. Ça prend un petit peu d'expérience, là, mais il y a rien à paniquer, là, ça se fait très facilement. Bon, OK, on a ça. Les effets de la stimulation lumineuse, OK, ça va provoquer ce qu'on appelle un entraînement en région occipitale ou un driving response. Les yeux sont connectés sur le lobe occipital. D'accord? Donc, la lumière dans les yeux va aller stimuler le lobe occipital. Ça va passer par le thalamus, ça va aller stimuler le lobe occipital. Donc, c'est habituellement dans un EEG normal, on va avoir un entraînement en région occipitale à la même fréquence que la lumière le stroboscope, là, la lumière qui flash.
Donc, on a un exemple ici, là. On regarde le tracé ici, ça va être en occipital, hein? Donc on va aller voir O1, O2, là, les dérivations postérieures. Comme ici, on a T3, T5, là, T5 c'est postérieur, O1, O2, là, T6 c'est postérieur. D'accord? C'est surtout O1, O2. Où est-ce qu'il y a l'alpha? L'alpha bloque à l'ouverture des yeux. L'alpha bloque à l'ouverture des yeux. La stimulation lumineuse, ça rentre dans les yeux. C'est une stimulation. Puis ça va se lire en région occipitale, à l'endroit où ce que les yeux sont connectés. Les yeux sont connectés dans le lobe occipital. Donc, la réponse corticale, ça va être en région occipitale. Si on regarde le tracé ici, là, regardez en bas. Là. Quand on lit un tracé, il faut tout regarder. Vous avez la vitesse d'enregistrement, vous avez le temps, vous avez la date, et puis là, le patient, ben, c'est le patient, son nom c'est patient. La sensibilité ici à 5, donc 5 microvolts par millimètre. Les filtres de basse fréquence à 1, les filtres de haute fréquence à 35, et puis ils ont mis, eux, les filtres de 68. Puis ça, c'est la fréquence ici des flashs. Voyez-vous, là, les lignes? Ça, c'est la fréquence des flashs. OK? Il y en a, c'est écrit en haut, 12 Hertz, 12 à la seconde. Vous avez ici l'échelle de mesure, 1 seconde, 50 microvolts. Puis, on va aller voir, là, il y en a 12. Donc, on pourrait compter. Je vais essayer d'agrandir l'image. On va voir si ça fonctionne. On va essayer d'agrandir. Okay. J'ai agrandi l'image ici. Ça, c'est nos flashs, OK? Fait qu'on va aller voir, là, dans ces lignes-là ici, là. Donc, je vais remonter mon tracé un petit peu. D'accord? Ça va être ici. Les régions occipitales, je vais aller les trouver, là. Ici, rouge. OK. Les dérivations occipitales sont ici. On va les voir. OK. Durant la SLI. J'en ai d'autres ici aussi, là. On va aller les compter. Ici. Ah, ça, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne marche pas, là. On dit que c'est à 12. Bon, excusez, j'ai trouvé ma page. Là, on n'était pas sur la bonne page. En essayant de l'agrandir, j'ai changé de page. OK, on a nos 12 flashs ici. Je ne bougerai pas trop, là. On va essayer d'aller les compter quand même, là, ce qu'on a ici, là. On va y aller tranquillement. 1, 2, 3, 4. J'en ai 12. Donc, ça, c'est ce que ça fait, là. Ça, c'est en harmonie. OK? C'est en harmonie avec la stimulation. D'accord? Donc, c'est une réponse en occipital, O1, O2, c'est bilatéral, c'est symétrique. Puis, c'est en harmonie avec la fréquence. C'est une réponse normale. L'autre que j'avais ici, là, quand j'ai bougé tantôt, ici, j'ai aussi une réponse normale. OK? Mais j'ai des stimulations à 7 Hz. Puis, ma réponse ici, là, en occipital, j'en compte 14. Puis ici, j'en ai probablement 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Donc, à O2, T6, ici, j'en ai 7. Puis ici, quand je vais voir C3, O1, C4, O2, j'en ai 14. Alors, c'est un multiple de 7. C'est ce qu'on appelle une réponse en harmonie. D'accord? On va retourner à nos notes de cours. Donc, ça, c'est des réponses normales à la stimulation lumineuse. Si ça répond juste sur un côté, c'est pas normal. Il faut que ça réponde sur les deux côtés. Si il n'y a pas de réponse, mais que l'alpha disparaît quand on fait la stimulation, c'est normal. Parce que ça provoque une réaction en région postérieure. Okay? Le but, c'est de provoquer une réaction. Il peut avoir un driving response, il peut avoir un blocage d'alpha, c'est normal, du moment que c'est bilatéral symétrique.
On peut avoir une petite asymétrie entre les deux côtés, mais pour l'instant, là, vous allez voir ça plus tard, pour l'instant, ça prend une réponse en occipital, okay, où ça bloque à l'ouverture ça bloque l'alpha, ok, avec la stimulation. Et puis, ça se peut aussi qu'il n'y ait pas de réponse, qu'il n'y ait pas d'entraînement, de driving response. C'est pas grave, c'est normal aussi. Donc, ça s'appelle de l'entraînement. OK? Si on a aussi la réponse qu'on appelle une réponse photomyogénique. Photo, les photons de la lumière, myo, les muscles, c'est génique, c'est généré par les muscles. Ou photomyo, muscle, clonie, détremblement. Ça, c'est une réponse musculaire en frontale. Vous allez l'enregistrer sur les électrodes frontales seulement. Hein? Puis, ça va être la même fréquence que la stimulation lumineuse. Ça, c'est les muscles. Des fois, c'est les petits muscles des yeux. Ça les excite, là, la stimulation. Puis alors, ça va faire des activités musculaires. OK? Donc, on a une réponse photomyogénique ou photomyoclonique. C'est la même chose. Ça, c'est normal. On a la réponse anormale qui est la réponse photoparoxystique. Donc, ça va causer des paroxysmes. Ça, c'est des pointes. Ou photoconvulsif. Okay? Le patient peut avoir des convulsions ou aussi des pointes, on va appeler ça photoconvulsif. Donc, ça, c'est une réponse d'origine corticale. C'est des pointes pointonnes. Puis, ils vont apparaître avec le début de la stimulation, là, ou bien ça va commencer juste après. Les fréquences qui sont plus à même de produire ça chez les gens sensibles à la lumière. OK? Ça va être la fréquence autour de 15 et 17 Hz. Hein? Je peux ajouter ici, là, 15 et 17 Hz environ. C'est plus chez les jeunes. Quand il y a une réponse paroxysmale, il faut arrêter la SLI parce qu'on veut pas provoquer une crise. Hein? Il faut arrêter la crise. Puis on arrête là 15 à 20 secondes. Puis après ça, on passe à la fréquence suivante. Puis on recommence la SLI. Si ça se reproduit encore, aussitôt qu'on voit les anomalies, ça va être habituellement généralisé. Hein? Vous allez les voir, ça va être généralisé, puis c'est assez difficile à manquer. Là. On arrête, puis on fait la même chose. OK, on arrête, on 15-20 secondes, puis on passe à la fréquence suivante. Okay? Puis vous pouvez aller vérifier dans les normes de pratique, là, c'est bien expliqué. Il faut noter tous les signes, les clignements des yeux, les mouvements. On va noter ça sur le tracé. D'accord? Puis, parfois, on utilise des fils de couleur. Donc, il y a des filtres, apparemment, certaines couleurs, ils sont utilisés pour savoir empêcher certaines crises épileptiques qui sont sensibles à la lumière. Ça, j'en ai jamais fait de ça, mais il y a certains hôpitaux qui vont les utiliser. Donc, quand on a une réponse photoparoxysmale, des points, si c'est accompagné de convulsions ou de signes cliniques, on va dire que c'est photoconvulsif. Fait que les signes cliniques, là, ça peut être juste des clignements des yeux. Ou ça peut aussi être la crise là, tonique généralisée. C'est ce qu'on appelle la crise grand mal. Donc, dans les contre-indications, on va aller voir après ça, on va aller voir les normes de pratique, là, il y en a plus. Donc, en gros, là, en status épilepticus, chez l'alcoolique en sevrage, le patient ayant subi une chirurgie récente des yeux ou ceux qui ont eu des dilatations pupilles là, avec de l'atropine là, pour certains examens ophtalmologiques, femmes enceintes, on le fait pas. Okay? Puis, le sommeil. Je vais prendre tout de suite le sommeil, là, parce que c'est pas l'enfant. Donc, le sommeil, il y a privation de sommeil, sommeil naturel. Puis, durant la privation de sommeil, ou le sommeil, c'est dans la transition éveil-sommeil qu'on peut voir le plus d'anomalies. D'accord? Puis les anomalies apparaissent en début de sommeil. Donc, la privation de sommeil, ça peut être 24 à 36 heures. C'est une forme d'activation parce que ça va fatiguer, puis
Je veux dire, le cerveau, là, ça va irriter le cerveau. Ça peut causer l'apparition d'activités épileptiques diffuses ou focales. Okay? Là, pour le sommeil. Un patient épileptique, on va essayer d'avoir si on a une phase de sommeil que le patient s'endort, on le laisse dormir 10 minutes. On va voir ça dans les normes de pratique aussi. Puis on peut faire une privation de sommeil, tout dépendant du protocole que vous avez à l'hôpital. Des fois, on va demander au patient de rester éveillé toute la nuit. On lui donne un rendez-vous à 8 heures le matin, puis on fait une privation, on fait son EEG. Ou bien, on demande au patient de se réveiller à minuit, de se lever à minuit, puis là, il arrive à l'hôpital le matin. C'est sûr, c'est le premier rendez-vous, là, on n'attend pas dans l'après-midi, hein. Puis on lui demande de pas boire de café, là. Et puis, on fait son EEG le matin. Puis dans les cas d'accidents cérébrovasculaires, anomalies, vous allez avoir des asymétries de fuseaux. Et les fuseaux de sommeil, vous allez voir ça avec Nathalie, c'est une activité qui est en région centrale, fronto-centrale. Donc, les électrodes, les dérivations avec les FC, F3, C3, F4, C4, surtout, ou bien tout ce qui est en fronto-central. Et puis, c'est généré par le thalamus. D'accord? Donc, dans les accidents cérébrovasculaires, il peut avoir, le thalamus peut être affecté. Alors, si le thalamus est affecté sur un côté, ben, le côté qui est affecté, il n'y aura pas de fuseaux de sommeil qui vont apparaître. Vous allez tous voir ça dans vos cours d'analyse. Donc, je vais passer on va aller voir tout de suite, là, dans les normes de pratique. Vous allez avoir, voilà, la stimulation lumineuse. Donc, on peut lire ça ici. Ça va être fait dans les routines, sauf si contre-indiqué. Fait que les contre-indications sont ici, hein. État de mal épileptique, la grossesse, chirurgie des yeux, administration récente d'agents dilatateurs. Ça, c'est selon l'association canadienne. Mais on va ajouter aussi, c'est sûr, la femme enceinte, on va vérifier avec son médecin. Et puis, l'alcoolique en sevrage, hein, des fois, ça peut trop les énerver, là. Mais toujours vérifier avec votre laboratoire. La procédure technique, donc le patient peut être assis ou en décubitus dorsal. Ça veut dire couché. Il faut qu'il soit réveillé. Alerte, hein? La lampe, là, 30 cm. L'éclairage ambiant doit être tamisé. Parce que la lumière, elle va avoir un plus grand effet. Et puis, la SLI ne doit pas avoir lieu immédiatement dans les 2 minutes suivant l'épreuve d'hyperventilation. Parce qu'on veut pas jumeler les deux, hein. On fait l'hyperventilation, on s'assure que, bon, le tracé revient à la normale quand c'est terminé. Là, après ça, on fait la SLI. Okay? Qu'on veut pas une embarque sur l'autre, finalement. Alors, les trains de stimulation, vous avez ici les directives. Okay? Intervalle d'au moins 7 secondes entre les trains. On fait toujours 10 secondes. Là, c'est les nouvelles directives, là. Mais au moins 7. Donc, 10, c'est correct. Et puis, la SLI devrait être réalisée avec une période de stimulation les yeux ouverts et les yeux fermés. Mais c'est pas tous les laboratoires qui le font. Okay? Les normes de pratique, c'est les recommandations. Mais des fois, il y a des laboratoires qui vont faire des petits changements. Et puis, la SLI doit être arrêtée immédiatement en présence de toute activité épileptiforme généralisée. Ce qu'on a vu tantôt. Fait que je le relirai pas avec vous autres, mais ce serait bon que vous que vous le lisiez. Et puis, si la SLI est discontinuée, ben, faut toujours mettre les notations sur nos enregistrements. Ensuite, ici, vous avez le sommeil. Donc, le montage doit inclure la ligne médiane dans la privation de sommeil. On a déjà vu ça dans le montage. Alors, ici, c'est pour, excusez, je vous ai pas dit, pour la SLI, c'est pour les épilepsies qui sont sensibles, les types d'épilepsie qui sont sensibles à la stimulation lumineuse. Puis, dans la stimulation lumineuse, là, ça peut être aussi sensible que quelqu'un qui conduit sur l'autoroute la nuit puis qu'il y a des lignes blanches. Hein, les lignes discontinues, les lignes pointillées. La fréquence de ces lignes-là qui vont apparaître peut causer une crise chez un patient épileptique. Les poteaux de téléphone sur le bord de la rue, les poteaux dans les champs, là, les champs des cultivateurs, les poteaux sur le bord des rues, les poteaux sur les ponts, hein, tout ce qui peut causer une stimulation.
OK? Ça peut provoquer de l'épilepsie. Dans le temps des Grecs, là, j'avais lu ça dans le livre de EEG, là, c'était le médecin Apellius qui s'était rendu compte que les esclaves, là, ils travaillaient avec des roues, là. Puis quand les roues tournaient, il y a comme des barreaux, là, sur le milieu de la roue, ben, ça faisait certains patients avaient des épilepsies. Ils faisaient des convulsions avec ça. Et, mais ils savaient pas dans ce temps-là que c'était ça, là. Mais il y a un médecin Apellius, il avait quand même noté, il avait été assez intelligent pour noter ça. OK, le sommeil, donc, vous avez ça ici, 10 minutes de sommeil, vous avez différentes façons, toujours selon les directives de votre laboratoire. Et puis, les périodes de sommeil, c'est les patients qui ont de l'épilepsie. Et puis, on peut souvent là, vérifier dans la transition éveil-sommeil. Et puis, dans un certain type d'épilepsie, qui est l'épilepsie myoclonique juvénile, ça va être au réveil. OK? Donc, à la phase du réveil. Donc, on peut faire, si le patient s'endort l'après-midi, ou il fait une privation de sommeil, on peut avoir de fortes chances qu'en laboratoire, on ait des petites ondes anormales. Hein? Donc, vous pouvez lire ça ici. Il n'y a pas vraiment de contre-indication pour le sommeil. Puis, on va faire un petit mot rapide sur la sédation. Donc, dans certains laboratoires, on va endormir les patients, surtout les jeunes, ou ceux qui sont pas capables de rester tranquilles. C'est le médecin qui fait ça. Ne touchez jamais, sous aucun prétexte, sous aucune considération, vous donner de médicaments aux patients. Même pas une Tylenol. D'accord? S'il arrive de quoi, vous n'êtes pas qualifié pour ça. Même donner une Tylenol, un aspirine, un ibuprofène, même pas. Touchez à rien de ça. Touchez pas à la sédation, restez loin de ça. Quand ça va bien, mais s'il arrive de quoi, vous allez être, c'est sûr que vous allez être, on va vous blâmer. OK? Prenez pas de chance. Alors, rapidement, celui-là, on l'a vu tantôt, là. Je vous avais dit que pour l'hyperventilation, on pouvait avoir des points comme ça. C'est la même chose pour la stimulation lumineuse. OK? Stimulation lumineuse. Ils ont fait une étude SLI à 14 Hz, puis bingo, on a eu des points d'onde généralisés. Hein? Ensuite, je vais regarder s'il y en a d'autres. Bon, dans votre livre de EEG, là, il y en a. Attendez, je vais ajuster ça, ça fait juste baisser. OK, on va vous en trouver. Fait que votre livre. Oups, mon micro. Je vais tourner dans mes pages. OK, j'étais ici. Il y en a ici, là. Ben, le dessin n'est pas très très beau, mais c'est des photocopies de photocopies, hein, fait que on voit plus rien. Là. Donc vous avez, on voit ici un petit peu là, mais vous allez voir dans le laboratoire quand vous allez en faire, là, vous allez voir très très bien. Ok. Les articles, ça serait bon à lire aussi. Ils vont vous parler du driving response. Là. Okay. Ces articles-là. Je vais vous montrer des réponses anormales. Okay. Ici. Ça, c'est anormal, ça, là. Ici, là, c'est sûr que vous n'avez pas fait de tracé encore. C'est un petit peu difficile. C'est pas grave, vous allez être prête. Nathalie va être fière de vous autres. Donc, ici, on est en stimulation lumineuse, la fréquence est 22. Puis, si on regarde ici, c'est en avant, là. C'est en avant, là. FP1, F3, F3, C3. Hein? Puis ici, vous avez FP2, F4, là. Okay? Donc, ça fait des grandes ondes, là, des grands pics, là, comme ça. Okay? Ça, c'est musculaire, c'est des unités motrices. Mais c'est pas le plus beau, parce que ça ressemble beaucoup à des pointes épileptiques, là, je vous en montre. Okay? Vous avez ici des pointes épileptiques. Hein? Ça ressemble pas mal. Mais dans l'autre, avec la réponse photomyogénique, ici, là, vous allez voir les yeux du patient vont cligner. Okay? Mais lui est quand même assez difficile. Moi, je verrais ça, là, puis je dirais, qu'est-ce qui se passe, là? Okay? Parce que ça ressemble à des points. Okay? Mais les yeux du patient, ils vont clignoter, hein? Ça, c'est évident, ça, c'est des points. Juste l'apparence, hein, la pointe, là. La pointe, vous avez quelque chose de pointu, comme ça, là, puis avec une ombre. Okay?
Si c'est des polypointes, là, ben, ça va être à manger des affaires comme ça. Okay. La pointe, c'est très, très, très pointu. Okay. C'est généralisé, hein? Ensuite, j'en ai un autre. Ça, c'est dans votre manuel. Vous l'avez, celui-là. Ça, vous avez encore une réponse ici, épileptique. Extreme photosensitivity. OK? Paroxysmal, spike and wave. Vous en avez d'autres ici. Des réponses anormales. Vous avez tout ça dans votre feuille. Vous en avez d'autres ici. OK. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? On s'en revient au même, j'en ai ici. Ça, ici, c'est photoconvulsif. Donc, vous avez les petits chapitres, là, de stimulation lumineuse. Encore là, celui à la page 129, c'est un beau petit résumé. Assurez-vous d'aller voir d'avoir vos protocoles à portée de la main. Moi, je vous conseille pour vos protocoles là, de EEG, là, les normes de pratique, imprimez-le, puis brochez-les là, ensemble, là, puis amenez-les dans le laboratoire avec vous autres quand vous allez commencer vos EEG. Hein, parce que ça, c'est des protocoles, puis Nathalie va tout vous expliquer comment ça marche, ces affaires-là. Hein? Puis vous suivez ça. Hein? Donc, on avait la stimulation lumineuse ici, là. Dans votre livre de EEG, là. Votre livre de... Hein? Ça ici. Okay. Fait que vous avez un petit chapitre, il vous explique. Ça ici, vous avez une réponse normale, mais là, vous allez être capable de le voir là, avec votre livre. Là, là c'est trop petit. Okay. Donc là-dessus, je vous ai fait une petite demi-heure. Là, j'ai placé sur ECT, j'ai placé les objectifs de ce cours-là. Donc, il est ici, là. OK, il est là ici. Fait que je vous ai placé, je vais vous mettre ça sur dans l'unité 3, là. Il nous reste ça à faire, puis on va avoir pas mal tout fini, là. Je vais vous faire aussi un petit cours sur les ondes. Mais on va avoir un bon 2 semaines là-dessus. Je vais regarder mon plan de cours, là. Je pense que c'est ce qu'il nous reste à faire. Intégration. Bon, je trouve pas votre plan de cours, hein. Introduction, on va trouver ça. Bon, je vais trouver le plan de cours. OK, fait que vous avez 2 semaines pour ça. Une semaine, ça devrait être suffisant. Donc, vous avez ici physiologie, comment est-ce que ça fonctionne, l'application pratique. Alors, pour cette semaine, vous avez ça ici, si vous pouvez relire. Je vais vous mettre la vidéo ici. Et puis, pour la semaine prochaine, on va commencer à regarder les dérivations supplémentaires, les EOG, parce que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis, on pourra se garder comme ça la 13e semaine, on pourra la garder pour faire de la révision. Ou, si vous voulez, on pourrait faire l'examen de l'unité 3. Au lieu de le faire à la semaine 14, on pourrait le faire à la semaine 13. OK? Parce qu'on aurait terminé. Parce que là, on a les techniques d'activation, ce que je viens de vous montrer. OK? Vous allez voir là sur ce que vous devez comprendre ici. Okay. Et puis, c'est ça, puis on va avoir les dérivations. Fait que je vais vous l'arranger ici, votre module d'apprentissage. Fait que demain matin, c'est-à-dire ce matin, là, mercredi matin, on va se parler une couple de minutes, puis après ça, vous allez regarder les vidéos. Là-dessus, je vais terminer, puis je vais tout mettre ça sur ST.